Comment vous jugez un film? C'est une question ouverte parce qu'il y a tellement de façons différentes que chacun a sa façon de faire. Par exemple, moi, je juge un film sur 3 points. Le script, la mise en scène et l'acting. J'évite de juger la musique parce qu'il y a beaucoup de films où la musique n'est pas importante et d'autres allaient beaucoup plus. Et si je jugeais tout le temps la musique, Call Me By Your Name serait mon film préféré. Donc, j'évite. Alors, juger l'acting, c'est logique. Pendant un film, on est face à la performance d'un acteur qui peuvent déterminer si ton film est bon ou pas. Mais il y a 2 éléments qui vont complémenter le jeu d'un acteur, c'est bien sûr le script et la mise en scène. Ce qui est marrant, c'est que tu peux avoir un excellent script, si t'as les pires acteurs du monde, ton film sera probablement nul. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Tu peux avoir le pire script du monde, si tu prends de très bons acteurs, ce sera pas excellent, mais correct. Les deux se complètent. Tout ce que fait un acteur est dicté par le script. Pour vous montrer comment ça marche, on va prendre la scène d'ouverture de Scream. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment on lit un script. Ça, le petit fade-in, en général, c'est ce qu'on utilise pour ouvrir un film, mais c'est pas obligatoire. Et juste après ça, normalement, on a ce qu'on appelle la slogline. Elle sert à s'opérer dans la scène en utilisant les diminutifs INT pour intérieur, EXT pour extérieur et IN pour intérieur-extérieur. Elle est suivie de l'endroit, ici la cuisine, et du temps de la journée, nuit, jour ou après-midi. Ensuite, toute cette partie, c'est ce qu'on appelle les action lines. Comme son nom l'indique, ça désigne les actions qui se passent à l'écran, aussi bien les mouvements des acteurs que parfois ceux de la caméra. Mais elle est aussi utilisée pour décrire les personnages. Et pour finir, il y a le nom du personnage pour indiquer qui ou elle va parler. Maintenant que vous savez ça, on peut continuer. Ouverture. Une main va pour attraper le téléphone, et le téléphone se retrouve à côté du visage de Casey Baker, une jeune fille qui n'a pas l'air d'avoir plus de 16 ans, au visage amical et aux yeux innocents. Hello? Hello? Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Do I? It happens. Take it easy. Elle a raccroché le téléphone, et la caméra s'occupe pour révéler le salon de Casey. Elle est seule, le téléphone sonne à nouveau. Le script, c'est le squelette d'un film, c'est sur ça qu'on va construire. Et un élément du script qui est très important, c'est les dialogues. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Comment on écrit des dialogues? Qu'est-ce qu'on fait dire à nos personnages? Comment on les fait parler? Il y a plein de petites règles pour faire en sorte qu'un dialogue soit bon. Mais d'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que des bons dialogues. Des bons dialogues ne peuvent pas être génériques. Prenons le script de Before Sunset. Dans le film, nos 2 protagonistes ont passé la majorité du temps à parler. Et il y a une technique pour savoir si vos dialogues sont bons. Il suffit de faire ça. Prenez votre script et cachez les noms des personnages. Et si juste en lisant vous arrivez à savoir qui parle, sans voir leur nom, c'est que les dialogues sont excellents. Alors pourquoi je dis ça? Si on arrive à détecter qui parle sans voir le prénom du personnage, c'est qu'on a réussi à donner au personnage sa propre voix. Je parle pas de leur voix littéralement, mais de leur façon de parler ou de réagir qui est différente l'une de l'autre. Ce qui fait qu'en lisant, vous savez si c'est Céline ou Jessie qui parle. Pour avoir un exemple plus marquant, dans It's a Wonderful Life, le personnage de Sam Wentworth, c'est un homme d'affaires qui ne prend rien au sérieux, un blagueur qui fait toujours... Donc quand il est présent, tu sais que ce gimmick oral sera dans les dialogues du script. La façon de parler d'un personnage va être affectée par plein de choses, s'ils viennent de différents milieux sociaux, s'ils sont jeunes ou pas, bref, tous ces éléments et bien d'autres créent l'identité d'un personnage et donc sa voix. Les dialogues te servent aussi à te donner des éléments de réponse sur le pourquoi. Pourquoi ce personnage se comporte comme ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi lui et pas un autre? Bref, le pourquoi. Il ne doit pas directement t'exposer à la réponse, mais donner tous les éléments pour que tu puisses comprendre par toi-même en utilisant le sous-texte. Le sous-texte, c'est la réalité cachée sous nos yeux. Par exemple, dans Whiplash, pour nous faire comprendre que Fletcher est tyrannique et légèrement fou, tout au long du film, ses dialogues et sa façon de parler va altérer la perception qu'on a de lui. Le personnage de Fletcher est intimidant, et pas juste parce que J.K. Simmons a une voix qu'il aime, mais surtout parce que tout ce qu'il dit cache quelque chose. Il ne parle jamais de façon anodine. Il y a toujours une raison cachée derrière, même dans ses insultes. Quand un scénariste écrit un film, il connaît la plupart du temps à la fin. Mais son travail, c'est de nous accompagner jusqu'à la fin de son histoire. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser le sous-texte. Même si nous, spectateurs, on peut voir la fin arriver. Comme on dit, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Andrew Stanton, le réalisateur de Wall-E, expliquait que les bons dialogues, c'est comme une bonne blague. Pour qu'une blague marche, tu dois nous donner des informations qui mènent et qui rendent la chute impactante. Et donc, la blague drôle. Et pour écrire des bons dialogues, c'est pareil. Pour montrer l'importance des dialogues, je pense qu'il n'y a pas mieux que Tarantino. Le premier film que j'ai vu de lui, c'était Reservoir Dogs, et pour être honnête, je suis pas un fan de Reservoir Dogs. Pour de multiples raisons, mais c'est pas le sujet du jour. Mais si un truc qui m'a marqué dans ce film, en dehors du fait que Tarantino adore faire dire le N-word à des blancs, c'est les dialogues. Le film se passe majoritairement au même endroit, et on voit juste des hommes parler, et reconstituer leur casse, et surtout pourquoi leur coup a foiré. Le film a beaucoup de flashbacks, mais aussi beaucoup de scènes dans le hangar où nos personnages parlent. Et la chose que Tarantino maîtrise à 100% dans Reservoir Dogs, c'est la voix de ses personnages. Monsieur White, Monsieur Pink, etc. ont tous une voix distinctive et une personnalité unique. Mais là où il montre sa vraie force d'écriture, c'est dans cette scène culte de Pulp Fiction. Avant d'arriver à là, remontons en arrière.
Le film vient de se lancer et tout ce qu'on sait, c'est qu'un braquage a lieu. Mais on appelle le temps d'en savoir plus, qu'on se retrouve dans une voiture avec deux gars en costume en train de parler de Big Mac. On sait pas si eux aussi sont potentiellement dangereux et le sujet de leur conversation est tellement anodine qu'on se demande pourquoi nous a recoupé une scène de braquage pour un vieux débat autour d'un burger. D'un coup, la voiture s'arrête et ils sortent du coffre des armes. Mais quelques secondes après, on va continuer à suivre ces deux gars qui parlent à nouveau de choses anecdotiques comme de séries télé. Et dans leur dialogue, ils vont aussi faire de l'exposition pour parler d'autres personnages qu'on ne verra que plus tard. On a suivi ces deux gars jusqu'à devant cette porte. Et jusqu'ici, ils ont l'air de deux mecs normaux. C'est l'Amérique. Tout le monde a une arme. Et leur façon de parler et les sujets abordés ressemblent à n'importe quelle discussion entre mecs. Mais une fois devant la porte, silence. Jules demande l'heure avançant, il lui donne, et Jules lui dit que c'est pas encore l'heure. Et ils se mettent sur le côté pour finir leur discussion. Là, on a une première cassure de deux hommes classiques et très bavards. Une fois devant la porte, ils ont l'air d'avoir mis ces personnes en pause. Mais une fois qu'ils remarquent que l'heure n'est pas arrivée, ils redeviennent les deux hommes qu'on a suivis jusqu'à devant cette porte. Une fois l'heure arrivée, Jules dit quelque chose de très important. Come on, let's get into character. Le film vient nous ramener à la réalité de la situation. Ils sont armés et là pour une mission qui implique de tuer quelqu'un. Pendant 6 minutes, leur discussion nous a distraits sur la raison de leur venue. On les a vus attendre dans le hall du bâtiment, dans l'ascenseur, dans les couloirs du bâtiment. Tout ça en parlant probablement comme toi et tes potes de choses anecdotiques. Ici, les dialogues montrent que les deux tueurs sont avant tout des gars comme toi et moi. Mais quelques éléments de leur conversation nous ramènent à la réalité. Avant de passer le pas de la porte, ils ont une conversation sur le fait que Vincent doit amener la femme de leur patron dîner et bien s'occuper d'elle. Et pour Jules, bien s'occuper d'elle a tout un autre sens. Well, he's going out of town in Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone. Take care of him? No, man, just take her out, you know. Et quand Jules interprète mal le fait de bien s'occuper d'elle, ça participe à donner la voix de nos personnages. N'importe qui d'autre l'aurait interprété de façon normale et qui est lui faire passer un bon moment. Mais pour eux, cette phrase a tout un double sens, bien qu'on parle de la femme de leur patron, car dans leur réalité, ce genre d'événement n'est pas anodin. Revenons à la porte. Une fois la porte ouverte, l'atmosphère a changé. Bien qu'on connaisse techniquement Jules et Vincent, une fois la porte ouverte, la peur sur le visage des jeunes hommes nous indique directement que la version du duo qu'ils connaissent est loin d'être sympathique. Et bien que Jules dise How you boys doing? Hey, keep chilling. son ton est sympathique, mais son body language montre qu'on n'est plus face à la même personne. Ils sont là pour une mallette, mais surtout pour régler l'indifférent entre leur patron et le groupe de jeunes hommes. Et bien que ce soit leur appartement, quand Jules rentre, c'est lui qui a le contrôle sur la scène. Et pendant la majorité de la scène, le ton sur lequel Jules va parler au jeune homme est faussement amical. Il sourit, il est calme, mais il va monter en pression tout au long de la scène, changeant d'un ton amical à menaçant. Tu sais qu'il est là pour tuer, et tu comprends mieux la peur sur le visage des jeunes hommes quand ils ont ouvert la porte. Leur visage, c'est probablement la dernière chose qu'ils verront. C'est pour ça que quand l'un des jeunes hommes essaie de se sortir du problème, Jules lui répond I didn't get your name. I got yours, Vincent, right? But I never got My name's Pitt, and your ass ain't talking your way out of this shit. No, no, no. En disant ça, ils scellent leur sort. On sait que Vincent et Jules ne vont pas les laisser vivre. When I lay my vengeance upon thee. Tout au long de ces scènes, les dialogues sont utilisés de façon multiple, comme exposition pour Miwala sous leur boss, pour comprendre qui ils sont et ce qu'ils font, mais aussi comme distraction. Alors, j'aimerais vous poser une question. Dans toutes les scènes qu'on vient de voir, est-ce que les dialogues sont si importants? Est-ce que les dialogues sont la chose la plus importante de cette séquence? Pour qu'une scène marche, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Et oui, les dialogues en font partie. Mais ça serait oublier toute une ère du cinéma, le cinéma muet. Quand vous regardez City Light par exemple, est-ce que le film est moins bien qu'à contresens juste parce qu'il n'y a pas de dialogue? Non. Alors oui, pour une scène ou un film marquant aujourd'hui, tout repose sur des très bons dialogues et une bonne mise en scène. L'un ne va pas sans l'autre. Mais le jeu de Chaplin transmet plus d'émotions et donne plus de substance au film que n'importe quel dialogue d'à contresens. La mise en scène dans un film compte autant, voire plus que les dialogues. Par exemple, quand Denis Villeneuve dit qu'il déteste les dialogues, c'est pas qu'il déteste écrire. Non. C'est qu'un film, on se souvient majoritairement grâce à son visuel, donc sa mise en scène. Et c'est pas surprenant venant de lui quand tu vois le script de Dune. On est sur 111 pages seulement pour un film de 2h35. Pour que vous compreniez, en général, une minute de film équivaut à une page de script. Un film de 98 minutes a souvent moins de 100 pages. Mais dans le cas de Dune, on est quasiment sur 2 fois plus long que le script. Parce que quand Denis réalise, il prend son temps, il veut me montrer le monde de Dune. Parce que pour Denis, la mise en scène est tout autant, voire plus importante que le script et les dialogues. Mais les deux peuvent compter. Dans cette scène, on a un réalisateur qui est aussi scénariste de son film, qui fait maîtriser à 100% ses dialogues et sa mise en scène. Avant que la porte s'ouvre, on suit Jules et Vincent pendant 6 minutes. Et toutes les scènes où ils parlent sont pareilles, longues. On n'est pas là pour les rendre glamour, on est là pour les rendre humains. La caméra les suit comme si nous, spectateurs, on faisait partie de leur quotidien. La caméra les suit partout et elle s'arrête même quand ils s'arrêtent. Et même avant que la porte s'ouvre, on attend quelques secondes avec eux avant d'être coupé par l'ouverture de la porte. Toutes ces scènes avant l'ouverture de la porte sont pas conventionnelles vu la situation. Là où normalement on ouvrirait directement la scène avec les jeunes hommes derrière la porte, ici Tarantino choisit de prendre le chemin inverse, nous en suivre les tueurs plutôt que les victimes. Et une fois la porte ouverte, on voit pourquoi Jules dit qu'ils doivent se mettre dans la peau de leur personnage. Et une fois la porte ouverte, Jules a le contrôle de la scène. Pas uniquement avec ses mots, mais grâce à la caméra. Il est au centre de la scène. C'est lui qui occupe le plus de place dans l'appartement sur les plans larges.
Et une fois rentré, notre duo fait deux choses intéressantes. Déjà, Jules leur dit de se détendre, et dès qu'il voit l'un des jeunes hommes bouger, il va faire ça. Accompagner son corps sans le toucher pour le forcer à se rallonger. Et Vincent va se placer derrière tous les jeunes hommes, comme pour refermer un piège, avec Jules à l'avant et Vincent à l'arrière. Jules est l'homme au centre de tout. Il n'y a que 3 personnes debout. Jules, Vincent et un jeune homme, celui qui a ouvert la porte. Et même lui, quand il est filmé près de Jules, il a l'air minuscule en comparaison. Jules garde le contrôle en s'assurant aussi que les 2 autres hommes restent assis, pour que la caméra le montre toujours en contre-plongée. Pour qu'il puisse nous paraître à nous, spectateurs, beaucoup plus grands et imposants. Et en même temps nous placer aussi de l'autre côté de la porte. En nous montrant un Jules qui prend plus de place, on se retrouve à le regarder comme le groupe de jeunes hommes, comme un homme dangereux. Là où dans le color la caméra était à son niveau, ce qui le rendait beaucoup plus humain, en plus des conversations qu'il avait avec Vincent. Mais une fois à l'intérieur, les seuls moments où la caméra sera à nouveau au même niveau que Jules, ce sera dans les plans très serrés où il est tout seul. Et s'il partage le plan avec quelqu'un, il sera toujours montré en contre-plongée. Jules est en confiance, et ça il le montre en demandant de goûter au burger du jeune homme. This is a tasty burger. Et surtout en buvant le Sprite. Go right ahead. Ce plan est long. Et il fait tout ça en le regardant bien dans les yeux. Et même sur les plans du jeune homme à la chemise bleue, on sent qu'il est pas à l'aise. Partageant constamment ses plans moyens avec Vincent et Jules, qui occupent respectivement le premier et l'arrière-plan. Il est coincé entre les deux, et à la fin de la scène, le piège se referme.